Le vent froid s'engouffrait entre les collines du sud de Limoges, fouettant la campagne détrempée par des heures de pluie incessantes. Sous un ciel encore chargé de nuages bas, Élise Moreau marchait d'un pas lent, ses bottes s'enfonçant dans la boue collante du chemin de terre. Son manteau, trop léger pour l'automne brutal qui s'était abattu sur la région, était trempé jusqu'à la doublure, et une vieille écharpe grise collait à son cou, alourdie par l'humidité. À 23 ans, elle portait déjà dans son regard la lassitude de ceux qui ont tout perdu. Quelques jours auparavant, une tempête d'une rare violence avait balayé son petit hameau. Le toit de sa cabane s'était effondré sous la force du vent, ses maigres récoltes noyées, ses outils éparpillés dans les champs inondés. Élise avait tenté de sauver ce qu'elle pouvait, mais la pluie n'avait laissé aucune chance. Isolée, sans proches ni famille dans les environs, elle s'était résignée à quitter ce qui restait de sa maison, avec une simple besace sur l'épaule et un but incertain. Elle n'avait ni argent ni destination, seulement l'instinct de survivre. Le paysage autour d'elle était d'un vert sombre, ponctué de haies tordues et de vieux arbres penchés. Aucun bruit, hormis ses pas dans la boue et le bruissement des feuilles encore agitées par les derniers souffles de la tempête. Elle avait quitté la dernière ferme visible au petit matin, refusée poliment mais fermement par un vieil homme méfiant. Depuis, elle n'avait croisé âme qui vive. Le soleil déclinait déjà derrière les collines, annonçant une nuit froide et humide, et Élise n'avait toujours pas trouvé de lieu où s'abriter. Ses mains, rouges de froid, agrippèrent la sangle de son sac avec acharnement. Chaque pas lui coûtait, ses jambes lourdes de fatigue, mais s'arrêter signifiait risquer de passer la nuit dehors, au milieu de nulle part. À mesure que l'obscurité gagnait, une angoisse sourde montait en elle. Elle n'avait jamais eu peur du silence, ni de la solitude. La vie à la campagne en exigeait une certaine familiarité. Mais cette nuit-là, l'incertitude l'étranglait. Que ferait-elle si elle ne trouvait aucun toit? Si personne ne voulait d'elle? Vers ce qui lui sembla être la fin du chemin, elle aperçut enfin une lumière vacillante au loin, comme une lueur de bougie derrière une vitre. Son cœur s'emballa. Peut-être une maison encore habitée? Un feu de cheminée? Elle accéléra le pas malgré la douleur dans ses pieds, concentrée sur ce point lumineux qui se précisait peu à peu. Une bâtisse en pierre, isolée, massive, avec une véranda d'où filtrait une lumière jaune. Une vieille maison, sûrement, mais encore debout. En s'approchant, elle distingua un petit jardin envahi par les herbes, une clôture en bois partiellement affaissée et un portail rouillé qui grinça sous sa main. Le sentier menant à la porte était couvert de feuilles mortes détrempées. Elle gravit les 3 marches du perron avec précaution, hésita un instant puis frappa. Le bois de la porte était épais, ancien, et son écho résonna dans le silence ambiant. Elle attendit, grelottant, espérant qu'on lui ouvre. Rien. Elle frappa de nouveau, cette fois plus fort. Une silhouette apparut derrière le rideau. Élise recula d'un pas, le cœur battant. La porte s'ouvrit lentement, découvrant un homme d'une 40aine d'années, les traits marqués par les années, ou peut-être la fatigue. Sa barbe de quelques jours, ses cheveux en bataille et ses vêtements usés indiquaient une vie recluse. Il ne dit rien, se contentant de la regarder avec une expression indéchiffrable. Élise, tremblante, prit une inspiration et murmura d'une voix étranglée « S'il vous plaît, donnez-moi un abri pour cette nuit. » L'homme ne répondit pas. Le silence s'étira, inconfortable, mais elle ne baissa pas les yeux. Malgré sa peur, elle soutint son regard. Finalement, il s'écarta lentement de l'entrée, laissant la porte s'ouvrir davantage. Sans un mot, elle entra. L'intérieur de la maison contrastait brutalement avec l'aspect rugueux et laissé pour compte de l'extérieur. Dès qu'Élise franchit le seuil, une bouffée d'air tiède, saturée d'odeurs de bois humides et de soupe mijotée, la submergea. La pièce principale était vaste, faiblement éclairée par une vieille lampe à pétrole posée sur une commode. Les murs en pierre apparente dégageaient une impression de solidité, mais l'atmosphère générale restait austère, dépouillée de tout ornement superflu. Pas de rideaux aux fenêtres, pas de tableau, aucun objet décoratif, juste quelques meubles rudimentaires en bois brut. Une table, 2 chaises, un banc contre le mur et une cheminée éteinte. Le sol en dalles de pierre résonna sous ses pas hésitants alors qu'elle avançait à l'intérieur, toujours trempée. Les cheveux collés à son front et ses vêtements goûtant sur le tapis usé. L'homme referma la porte derrière elle sans prononcer un mot. Il la dépassa lentement,
se dirigea vers un placard, en sortit une couverture épaisse qu'il lui tendit sans la regarder. Elle la saisit avec reconnaissance, la serra autour de ses épaules, puis s'autorisa à s'asseoir sur le banc près du mur, soulagée de pouvoir reposer ses jambes douloureuses. « Merci », murmura-t-elle, la voix encore rauque. Il hocha simplement la tête sans répondre, puis alla vers la cuisine, attenante à la pièce principale. Là, il s'affaira silencieusement, soulevant un couvercle en fonte posé sur le poêle, puis servit une louche de soupe fumante dans un bol émaillé. Il le posa sur la table, fit un signe de tête vers elle et recula sans un mot. Élise se leva lentement et s'assit sur la chaise. Elle saisit le bol avec ses mains gelées, réchauffant ses paumes au contact de la céramique. La soupe était simple, faite de pommes de terre, de carottes, d'oignons, peut-être un peu de poireaux. Elle en avala la première cuillerée avec précaution, puis une deuxième, puis encore, jusqu'à finir tout le bol. Le goût était honnête, presque réconfortant dans sa simplicité. « Je m'appelle Élise Moreau », dit-elle doucement, espérant briser l'épaisseur de silence qui régnait dans la maison. « J'ai perdu ma maison. Une tempête. Tout a été détruit. Je n'ai nulle part où aller. » L'homme, debout près du poêle, semblait l'écouter sans vraiment réagir. Il ne dit rien. Son visage était marqué, ses traits fermés. Il avait les yeux clairs, gris peut-être, et un regard qui semblait peser chaque geste. Après un long moment, il déclara simplement « Tu peux rester pour la nuit ». Sa voix était grave, profonde, et dénuée de chaleur ou de froideur. Elle n'exprimait rien de particulier, juste une information transmise, comme s'il énonçait une vérité impersonnelle. Élise hocha la tête, soulagée malgré tout, et baissa les yeux vers le bol vide qu'elle faisait tourner entre ses doigts. « Merci, vraiment. » Il retourna dans la cuisine, rangea la casserole, lava les ustensiles sans faire de bruit, puis revint avec un second bol qu'il se contenta de poser devant elle avant de disparaître dans une pièce voisine. Un couloir obscur l'engloutit, ne laissant qu'un écho de pas sourds sur le parquet. Élise se sentit soudain extrêmement seule, malgré le toit au-dessus de sa tête. Le silence était total, à peine perturbé par les grincements du bois ou le soupir du vent contre les volets. Elle mangea lentement le second bol, puis, n'osant pas explorer la maison sans autorisation, resta assise en silence, la couverture sur les épaules, jusqu'à ce que le sommeil la gagne, lourd et pesant. Quand elle se réveilla, il faisait nuit noire. La lampe avait été éteinte. Un fin ray de lumière s'échappait sous une porte entr'ouverte au fond du couloir. Intriguée, elle se leva prudemment, avança pieds nus sur le sol froid et s'arrêta près de la porte. À travers l'ouverture, elle aperçut une chambre spartiate, un lit simple, une commode, et l'homme assis sur une chaise, les coudes appuyés sur ses genoux, les mains jointes devant lui. Il ne bougeait pas, il fixait le sol. Elle s'éloigna sans bruit, regagna son banc et s'enroula de nouveau dans la couverture. Le sommeil mit longtemps à revenir. Le lendemain matin, la lumière grise de l'aube s'infiltrait timidement par les carreaux. Élise se redressa, le dos endolori, la bouche pâteuse. L'homme n'était pas là. Sur la table, un bol de lait chaud l'attendait, avec un morceau de pain sec. Elle mangea sans réfléchir, puis décida d'aller voir s'il avait besoin d'aide. Elle le trouva dans le jardin, accroupi, en train de couper du bois. Il portait une chemise épaisse, un pantalon en velours élimé et des bottes de travail couvertes de boue séchée. Son geste était précis, mécanique, silencieux. Elle s'approcha lentement. « Je peux aider », dit-elle, d'une voix posée. Il s'arrêta, leva les yeux vers elle. Pendant quelques secondes, il la fixa comme s'il mesurait le poids exact de sa proposition. Puis, sans répondre, il désigna un tas de bûches à empiler plus loin. Elle hocha la tête, retroussa ses manches et se mit au travail. Ils passèrent ainsi plusieurs heures, côte à côte mais sans échange. Parfois, elle l'observait à la dérobée. Il travaillait avec une rigueur presque excessive, chaque geste parfaitement exécuté, sans précipitation, sans relâchement. Il semblait fuir toute forme d'intimité, toute parole inutile. « Comment vous appelez-vous » osa-t-elle en fin de matinée. Il hésita un instant, puis répondit, les yeux toujours baissés sur la hache. « Julien. » Ce fut tout. Julien. Un prénom courant, banal presque, mais qui sonna étrangement à ses oreilles. Il n'avait rien d'un vagabond, malgré ses vêtements et son isolement. Il dégageait une certaine noblesse dans sa manière de se mouvoir, de regarder les choses. Une discipline silencieuse,
comme celle de quelqu'un qui aurait tout abandonné volontairement. Ils passèrent la journée ensemble, chacun dans ses tâches, dans un calme étrange, suspendu. Le soir venu, elle proposa de préparer la soupe, ce qu'il accepta d'un signe de tête. Elle découvrit une cuisine bien équipée mais dépouillée, sans le moindre signe de vie personnelle. Pas de photos, pas de bibelots, rien d'intime. Une maison fonctionnelle, presque vide d'humanité. « Vous vivez seul ici depuis longtemps ?» demanda-t-elle doucement, tout en épluchant des carottes. Julien s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. Assez longtemps. Il ne précisa rien. Elle n'insista pas, mais l'impression de mystère s'épaississait. Qui était cet homme qui vivait en retrait du monde, dans une maison si vaste, si bien construite, mais si peu habitée? Pourquoi ce mutisme, cette distance? Que fuyait-il? Cette nuit-là, Élise dormit sur un vieux canapé qu'il installa dans la pièce principale. Il lui donna une couverture supplémentaire, ferma les volets, puis disparut dans le silence habituel. Elle resta un moment à fixer le plafond sombre, les pensées agitées. Elle se sentait en sécurité, étrangement, mais aussi profondément troublée. Julien n'était pas un simple paysan isolé. Elle en était désormais convaincue, et elle comptait bien comprendre pourquoi. Le troisième matin se leva sur un ciel laiteux, d'un gris uniforme sans la moindre promesse de soleil. Élise s'éveille sur le vieux canapé dont les ressorts fatigués ont laissé dans son dos une trace douloureuse. Elle s'étire lentement, engourdie par la fraîcheur de la maison. La cheminée reste éteinte comme la veille. Le froid n'a pas quitté les pierres, et l'air semble aussi figé que le silence qui y règne depuis son arrivée. Pourtant, quelque chose dans cette immobilité continue de la retenir. Elle plie la couverture avec soin, remet en place le coussin qui lui a servi d'oreiller, puis se dirige vers la cuisine. Julien n'est pas là. Sur la table, une assiette vide, une tasse encore tiède et quelques miettes de pain suggèrent qu'il s'est levé tôt. Elle hésite à fouiller, à s'imposer davantage dans cet espace qui ne semble jamais avoir été conçu pour être partagé. Mais la faim, le besoin de trouver une ancre dans cette nouvelle réalité, la poussent à chercher un peu de café ou de lait. Elle ouvre une armoire, puis une autre. Tout est rangé méthodiquement, mais sans excès. Aucune trace d'habitude familiale, aucun produit superflu, aucun signe qu'un autre être humain y a jamais vécu. Julien réapparaît quelques instants plus tard, les mains couvertes de terre, le pantalon maculé de boue sèche. Il dépose silencieusement un seau d'eau près de l'évier, puis se lave les mains sans lui adresser un regard. Élise s'efforce de ne pas se formaliser. Elle a compris que chaque mot est précieux pour lui, pesé et souvent évité. Elle tente malgré tout de créer une forme de lien, une continuité. « Il y a beaucoup à faire dehors ?» demande-t-elle. Il hausse les épaules. Le sol est lourd après la pluie. Elle attend un développement, mais il se tait. Elle décide de l'aider sans insister. Ils sortent ensemble, chacun absorbé par sa tâche. Elle ratisse les feuilles mortes, alimente un tas de compost, arrange les outils éparpillés. Il répare une barrière affaissée, remet en place les tuiles d'un abri. Ils échangent quelques regards, jamais hostiles, mais toujours prudents, comme deux inconnus enfermés dans une trêve silencieuse. À midi, elle prépare une soupe, pose 2 bols sur la table et attend. Julien s'assied, mange en silence, puis se lève sans un mot. C'est elle qui rompt le calme. Cette maison, elle semble trop grande pour une seule personne. Il s'arrête, tourne légèrement la tête mais ne répond pas. Elle continue, doucement. Il n'y a rien de personnel. Aucune photo, aucun souvenir. On dirait que vous avez voulu effacer quelque chose. Il se tourne alors complètement vers elle. Son regard est direct, calme mais fermé. Tu poses trop de questions. Elle ne répond pas, baisse les yeux. Mais une tension nouvelle s'installe entre eux. Non pas de la colère, mais une crispation discrète. Julien finit par reprendre la parole, sa voix légèrement plus sèche. « Je t'ai offert un toit et de la nourriture. C'est tout ce que je peux donner. » Puis il quitte la pièce, la laissant seule avec son bol encore chaud. Élise sent un poids étrange peser sur ses épaules. Elle n'est pas venue ici pour fouiller dans les secrets d'un inconnu, mais chaque geste de Julien, chaque silence, semble crier une histoire qu'il refuse de partager. Une histoire qui, à présent, l'implique malgré elle. L'après-midi s'écoule dans une routine terne. Elle balaie l'intérieur, dépoussière les étagères, découvre une bibliothèque pauvrement fournie en livres, des manuels anciens, quelques romans en mauvais état, aucun titre récent. Sur un vieux secrétaire fermé à clé, elle devine un tiroir qui semble plus utilisé que les autres. Elle n'essaie pas de l'ouvrir, mais prend note de son existence.
Julien, de son côté, disparaît de longues heures. Elle entend ses pas au grenier, le grincement du plancher au-dessus de sa tête. Aucun mot ne passe entre eux jusqu'au soir. Ce soir-là, la lumière décline lentement. La lampe à pétrole jette des ombres dans la pièce principale où Élise a installé une chaise près de la fenêtre. Elle regarde le paysage s'assombrir, se demandant ce qu'elle fera ensuite. Partir serait une option logique. Mais vers où? Et surtout, pourquoi une part d'elle-même refuse-t-elle de s'éloigner de cette maison étrange et de cet homme qui cache ses blessures derrière un mur de silence? Julien entre dans la pièce, pose un petit fagot près de la cheminée, puis allume le feu pour la première fois depuis son arrivée. Il ne dit rien, s'assied de l'autre côté, regarde les flammes sans vraiment les voir. L'instant semble suspendu. « Vous avez toujours vécu ici ?» demande-t-elle à nouveau, sa voix plus douce. Il ne répond pas immédiatement, puis finit par murmurer « Non ». Ce simple mot suffit à déclencher chez elle un tourbillon d'hypothèses. Il ne veut pas parler, mais il ne ment pas non plus. Elle sent que le passé est proche, juste derrière les murs de cette maison, enfermée quelque part entre les pierres. Il faut juste trouver la bonne clé. Elle tente une approche différente. « Je ne vous veux aucun mal, je suis juste curieuse et reconnaissante. » Julien détourne enfin les yeux du feu, plonge son regard dans le sien. Il ne semble pas en colère, seulement las. Il y a des choses qu'on préfère oublier, c'est tout. Il se lève, prend un livre poussiéreux sur une étagère et quitte la pièce. Elle reste seule avec le crépitement du bois, le regard figé sur la flamme qui danse dans l'âtre. Pour la première fois, elle perçoit derrière la rudesse de Julien une faille, une faiblesse, et plus encore, une douleur qu'il dissimule avec maladresse. Cette nuit-là, alors qu'elle s'endort sur le canapé, emmitouflée dans 2 couvertures, elle rêve d'une grande maison pleine de lumière et de voix, d'un piano qu'on entendrait jouer au loin, de rire dans un salon. Rien de surnaturel, juste des échos d'un passé qui ne lui appartient pas, mais qu'elle sent étrangement proche. Et au matin, alors qu'elle ouvre les yeux, elle sait qu'elle ne partira pas encore. Pas avant de comprendre, pas avant de savoir qui est vraiment Julien et ce que cette maison représente dans sa vie coupée du monde. Le 4e jour s'était levé dans un brouillard épais, enveloppant la maison d'un voile blanc et froid. Élise, désormais habituée au silence matinal, s'était levée sans attendre d'instructions. Le rituel commençait à s'installer entre elle et Julien. Quelques tâches dans le jardin, un repas frugal à midi, des échanges réduits au strict nécessaire. Il ne s'ouvrait pas davantage, mais il ne la rejetait plus non plus. Leur coexistence prenait la forme d'une routine muette, où le respect de la distance semblait être la seule règle non dite. Ce jour-là, après avoir nettoyé le vestibule d'entrée, Élise remarqua une porte qu'elle n'avait pas encore vue ouverte. Étroite, ornée d'une poignée de laiton ternie par le temps, elle était parfaitement alignée dans le mur, presque camouflée. Elle tenta de l'ouvrir, mais la serrure résista, fermée à clé. Elle n'insista pas, consciente qu'inspecter la maison sans autorisation n'était pas seulement malvenu, mais potentiellement irréversible dans la relation fragile qu'elle entretenait avec Julien. Pourtant, quelque chose dans cette porte lui parut différent. Elle était légèrement plus travaillée que les autres, et un rideau épais couvrait la vitre qui l'ornait dans sa partie supérieure, comme pour masquer ce qui s'y trouvait derrière. La journée passa lentement. En fin d'après-midi, Julien prépara quelques légumes et les fit cuire dans une grande marmite. Il la laissa ajouter des herbes sèches qu'elle avait repérées dans un vieux pot, sans commentaire. Lorsqu'ils s'attablèrent, le calme pesait moins qu'à l'accoutumée. Élise osa même raconter un souvenir d'enfance, un moment anodin passé à la ferme de son oncle, où elle avait tenté, sans succès, de traire une vache récalcitrante. Julien eut un sourire discret, presque imperceptible, mais bien réel. Ce fut le premier. Elle le garda précieusement dans sa mémoire. La nuit tomba plus vite que prévu. Le brouillard s'était épaissi, isolant davantage encore la maison de tout ce qui l'entourait. Élise s'installa dans le fauteuil, une couverture sur les genoux, un livre à la main. Julien monta se coucher plus tôt que d'habitude, expliquant brièvement qu'il se sentait fatigué. Elle resta seule, profitant du feu de bois devenu régulier dans la cheminée. Le silence était complet, interrompu uniquement par les craquements du bois ou le frottement léger des branches contre les volets. Puis, alors qu'elle s'apprêtait à éteindre la lampe, une note de musique retentit. Élise sursauta. Une seconde note suivit, puis une autre formant une mélodie douce, maîtrisée, presque mélancolique. Elle tendit l'oreille. Cela venait de la pièce fermée,
celle à la poignée de laiton. Incrédule, elle se leva sans bruit, traversa la pièce et se posta devant la porte. Elle colla doucement son oreille contre le bois. Aucun doute, quelqu'un jouait du piano et avec une habileté manifeste. La mélodie était classique, fluide, sans hésitation. Un jeu d'un raffinement inattendu. Elle se baissa et jeta un coup d'œil par le trou de la serrure. Dans l'obscurité, elle distingua un piano à queue, noir, brillant, et devant lui, la silhouette de Julien. Assis bien droit, concentré, les doigts glissant avec assurance sur les touches, il ne ressemblait en rien à l'homme taciturne qui clivait du bois et fuyait toute intimité. Ce n'était pas seulement la posture. Il dégageait une aisance, une prestance même, qu'elle n'avait encore jamais perçue. Ce n'était pas un amateur s'essayant à un ancien talent, c'était un musicien accompli, immergé dans une pratique familière, presque naturelle. Elle resta là plusieurs minutes, fascinée, presque troublée. Lorsqu'il eut terminé, Julien resta immobile, les mains posées sur les touches, puis il se leva, ferma le couvercle du piano avec lenteur et quitta la pièce. Élise recula à temps, se glissa discrètement vers le canapé et feignit de dormir. Elle entendit ses pas descendre lentement l'escalier, puis aller vers la cuisine. Il prit un verre d'eau, repartit vers sa chambre, et la maison replongea dans le silence. Le lendemain matin, Élise prit soin de ne rien laisser paraître. Lorsqu'ils se retrouvèrent pour le petit déjeuner, elle l'observa à la dérobée. Julien semblait égal à lui-même, réservé, concentré, presque distant. Elle attendit qu'ils soient tous les deux en train de ramasser du bois derrière la maison pour glisser la question. « Il y a un piano ici, non ?» Il ne répondit pas immédiatement. Elle le vit se redresser légèrement, se figer un instant, puis reprendre sa tâche comme si elle n'avait rien dit. « Je crois l'avoir entendu, reprit-elle calmement. Hier soir. C'était vous ?» Julien déposa la bûche qu'il tenait dans ses bras, se tourna vers elle. Son regard était plus dur que d'habitude, mais sans violence. « Il n'y a pas de piano ici, » dit-il d'une voix ferme. Elle sentit la tension monter, mais elle décida de ne pas reculer. « Pourtant, j'ai entendu quelqu'un jouer. Ce n'était pas un enregistrement. J'ai reconnu votre silhouette, votre manière de vous tenir, c'était vous. » Il la fixa longuement, puis secoua la tête avec un mélange de lassitude et d'agacement. « Tu te trompes, tu as sûrement rêvé. Ce genre de maison joue des tours la nuit. »« Non, » répondit-elle d'un ton plus assuré. « Je sais ce que j'ai vu. » Julien s'éloigna sans ajouter un mot. Il passa le reste de la journée à l'extérieur, évitant tout contact prolongé. Élise, elle, se sentit partagée entre le malaise et la détermination. Le piano existait, il l'avait joué, et il avait menti. Dans l'après-midi, alors qu'il était au champ à réparer une clôture plus éloignée, elle tenta une nouvelle approche. Elle examina la porte du salon verrouillée, toujours fermée. Elle essaya les quelques clés accrochées sur un vieux panneau près de la cuisine, mais aucune ne convenait. Elle n'osa pas forcer. Mais à cet instant, une conviction grandissait en elle. Cette pièce et ce piano faisaient partie du passé de Julien, un passé qu'il s'obstinait à enterrer. Ce soir-là, la musique ne revint pas. Le silence régna. Julien resta dans sa chambre. Élise s'endormit en se répétant cette phrase simple mais tenace. Plus elle avançait, plus il devenait évident que cet homme n'était pas celui qu'il prétendait être. Le mystère ne faisait que commencer à se dévoiler. Le lendemain, un silence plus pesant encore s'installa dans la maison. Julien évitait de croiser le regard d'Élise. Aucun mot ne fut échangé au petit déjeuner, si ce n'est le raclement de la cuillère contre le bol et le bruit du pain que l'on coupe. Le mutisme n'était pas nouveau entre eux, mais cette fois, il avait changé de nature. Ce n'était plus de la réserve, mais une distance consciente, imposée, comme si une ligne invisible avait été franchie la veille et que Julien, sans l'exprimer clairement, voulait rétablir une forme de frontière. Élise, quant à elle, s'efforçait de rester calme, presque indifférente, mais l'insistance du souvenir de la nuit précédente continuait à la hanter. Le piano, la posture de Julien, son mensonge évident. Tout cela formait un puzzle dont elle commençait à distinguer les contours, mais dont les pièces manquaient encore cruellement. Elle décida alors de concentrer son énergie ailleurs. Si Julien ne voulait pas parler, alors elle chercherait autrement. Après avoir proposé d'aider à nettoyer le cellier, ce que Julien accepta avec un hochement d'épaule, elle se mit à trier des caisses de vieux bocaux, de tissus et de papiers divers. Rien de personnel au premier abord. Les objets étaient stockés sans ordre apparent,
certains couverts de poussière, d'autres empilés de manière anarchique. Pourtant, sous une pile de journaux datés de plusieurs années, elle trouva une boîte en métal, ancienne, un peu cabossée sur les bords, recouverte d'une fine couche de suie. Elle la posa sur une table, l'ouvrit prudemment. À l'intérieur, des papiers jaunis, des enveloppes, quelques carnets de notes. Le tout soigneusement plié, mais sans cachet officiel ni indication évidente de leur importance. Elle tira l'un des carnets, en feuilleta les premières pages. Il s'agissait de comptes ménagers, des listes de courses, des relevés de dépenses. Rien de compromettant. Mais quelque chose attira néanmoins son attention. L'écriture, fine, élégante, tranchait avec l'image que Julien donnait de lui-même. Ce n'était pas une écriture de fermier ou d'ouvrier manuel. C'était celle de quelqu'un d'instruit, peut-être même formé dans un cadre académique strict. Ce détail, ajouté à son jeu de piano, confirmait une intuition qu'elle refusait désormais d'ignorer. Elle continua de fouiller et bientôt, entre deux feuillets pliés, tomba sur une enveloppe plus récente que les autres. Le papier était épais, légèrement jauni, mais encore rigide. Elle retourna l'enveloppe pour en lire l'expéditeur ou le destinataire. Le nom était écrit avec précision au centre, Julien de Beaumont. Elle resta figée. Ce nom, elle l'avait déjà entendu, il y avait quelques années, dans un contexte tout à fait différent. Elle se rappelait précisément une conversation volée entre deux clientes du marché de Limoges. Elle parlait d'une grande famille noble, presque mythique, dont les terres s'étendaient autrefois sur plusieurs départements. Les Beaumont. On racontait que cette lignée possédait autrefois des vignobles, des châteaux, des entreprises de textile, mais que tout s'était écroulé subitement après un drame familial que personne ne parvenait à relater avec précision. Depuis, le nom avait disparu des journaux, des affaires, des cercles mondains. Volatilisé. Élise tenait l'enveloppe entre ses mains tremblantes. Julien de Beaumont. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une coïncidence. Elle avait devant elle un homme qui avait délibérément effacé son identité. La question n'était plus de savoir s'il cachait quelque chose, mais pourquoi il le faisait, et ce que ce secret signifiait pour lui, pour sa fuite, pour cette maison reculée. Elle remit prudemment l'enveloppe dans la boîte, la referma et la replaça là où elle l'avait trouvée, veillant à ce que tout semble intact. Il était encore trop tôt pour l'affronter, surtout avec un tel nom sur les lèvres. Elle devait comprendre davantage avant de le confronter. Elle retourna au travail, termina le nettoyage du cellier, puis rejoignit Julien à l'extérieur. Il fendait du bois, le front couvert de sueur, malgré le froid. « Le cellier est en ordre », dit-elle, le ton neutre. Il hocha la tête sans la regarder. « Bien. » Puis il reprit sa tâche. Ce soir-là, Élise resta longtemps éveillée, à tourner et retourner le nom dans son esprit. Julien de Beaumont. L'homme qu'elle voyait chaque jour sous ses vêtements sales, au regard fuyant, n'avait rien du noble. Pourtant, tout dans ses gestes, son maintien, son mutisme, trahissait une éducation rigoureuse, un passé bien plus complexe que ce qu'il voulait faire croire. Elle se demanda ce qu'il avait perdu pour en arriver à cette existence de reclus. Une faillite, un scandale, une tragédie. Le mot « honte » lui vint à l'esprit, puis « exil ». Elle ne savait pas encore quel terme convenait le mieux, mais elle sentait que cette enveloppe avait ouvert une porte qu'elle ne pourrait plus refermer. Les jours suivants, elle observa Julien avec un œil nouveau. Elle remarqua la manière dont il tenait les couverts, toujours avec une précision presque cérémoniale. Elle vit comment il inspectait les murs de la maison, non pas comme un paysan soucieux de la solidité, mais comme un propriétaire attentif à son patrimoine. Et plus encore, elle perçut cette tristesse constante dans son regard, pas celle du chagrin passager, mais celle de quelqu'un qui porte depuis longtemps un fardeau qu'il ne sait ni nommer ni déposer. Elle n'osa pas reparler du piano, ni de la pièce fermée. Mais chaque soir, elle espérait entendre de nouveau la mélodie, comme une preuve que ce qu'elle avait vu n'était pas un rêve. En vain. Le salon restait clos, et Julien demeurait silencieux. Un matin, alors qu'elle arrosait les plants près de la grange, elle entendit sa voix l'appeler. Pas fort, mais distinctement. « Élise !» Elle se retourna. Il tenait quelque chose dans la main. Une vieille carte, chiffonnée, presque illisible. Il la lui tendit. « Si tu veux partir, ce chemin mène au bourg le plus proche. Tu y trouveras un arrêt de bus. Je peux t'y conduire si tu veux. » Elle prit la carte, la regarda un instant, puis leva les yeux vers lui. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. Il détourna le regard. « Tu mérites mieux que ce silence. »
Elle garda la carte dans la poche mais ne répondit pas. Le moment n'était pas venu, pas encore, car elle ne voulait pas partir. Elle voulait comprendre. Elle voulait savoir pourquoi un homme nommé Julien de Beaumont vivait dans cette maison vide, avec pour seule compagnie une musique qu'il refusait de reconnaître et un nom qu'il faisait tout pour enterrer. Le calme fragile de la maison fut rompu un après-midi, alors qu'Élise s'occupait de remettre en état un vieux parterre de fleurs abandonné à l'arrière de la bâtisse. Le soleil filtrait à travers les nuages, diffus mais présents, donnant à la scène une impression étrange de paix suspendue. Elle ne s'attendait à rien ce jour-là, ni à une révélation, ni à une agitation. Julien, comme à son habitude, travaillait silencieusement dans la remise, entretenant des outils rouillés, les rangeant avec une précision mécanique. Le bruit d'un moteur brisa cette tranquillité. Pas celui d'un tracteur ou d'un vieux véhicule agricole. Non, c'était un vrombissement feutré, maîtrisé, comme celui d'une voiture moderne, puissante et discrète. Élise se redressa, essuya ses mains sur son tablier usé et fit le tour de la maison. Au loin, un véhicule noir, sobre et brillant avançait lentement sur le chemin de terre, soulevant un léger nuage de poussière. La voiture se gara avec une aisance nonchalante, juste devant le portail entrouvert. Une berline. Rien à voir avec les rares véhicules utilitaires qu'elle avait pu voir dans la région. C'était une présence étrangère, incongrue dans ce décor rural. La portière s'ouvrit. Un homme en descendit. Élise le remarqua immédiatement. Costume gris foncé, parfaitement taillé, chaussures en cuir lustré, gestes assurés. Il n'était pas jeune, mais sa posture droite et son regard acéré lui donnaient une présence difficile à ignorer. Il ajusta ses lunettes, jeta un regard circulaire autour de lui comme pour confirmer qu'il se trouvait bien à l'endroit prévu, puis referma calmement la portière. Julien sortit de la remise en même temps. Dès qu'il aperçut l'homme, son visage se ferma. Il ne montra aucune surprise, mais ses épaules se raidirent. Il s'avança d'un pas lent sans empressement, mais avec une tension visible. Élise sentit instinctivement que cet échange n'était pas anodin. Elle resta à distance, mais suffisamment proche pour entendre sans se faire remarquer. « Julien, dit l'homme sans sourire, cela fait longtemps. » Julien ne répondit pas. Il s'arrêta à quelques mètres, croisa les bras. « Que veux-tu » Le ton était sec, sans hostilité ouverte, mais chargé d'une lassitude manifeste. L'homme ajusta de nouveau ses lunettes, puis sortit une enveloppe de la poche intérieure de son veston. « Une dernière tentative. Nous devons parler. Ce que tu refuses d'assumer ne disparaîtra pas parce que tu l'ignores. » Julien ne bougea pas. « Je n'ai rien à assumer. Ce monde-là est mort. » L'homme sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. « Non, Julien. Ce monde attend toujours ta décision. Et il ne t'oubliera pas. » Il tendit l'enveloppe. Julien la prit sans la regarder, la serra dans sa main, puis fit un pas en arrière. « Tu as eu ta réponse, » déclara-t-il. L'homme le fixa quelques secondes encore, puis fit demi-tour sans un mot. Il remonta dans la voiture, démarra et disparut aussi rapidement qu'il était venu. Élise s'approcha prudemment. Julien était resté debout, immobile, fixant le chemin vide. Dans sa main, l'enveloppe était toujours intacte. Il la froissa soudain avec violence et la jeta au sol. « Qui était-ce » demanda Élise. Julien se retourna vers elle. Ses traits étaient durs, son regard tranchant. Un fantôme. Elle ne répondit pas. Elle se pencha lentement, ramassa l'enveloppe froissée. Julien ne l'en empêcha pas. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre manuscrite sur un papier à en-tête luxueux, sobrement estampillé. Cabinet H. Delcourt, gestion patrimoniale et juridique. Elle lut les premières lignes. Le texte parlait d'un dossier d'héritage en suspens, de la nécessité urgente de statuer sur une succession, de conséquences juridiques importantes si aucun mouvement n'était fait avant la fin du mois. Julien l'arracha de ses mains. « Je t'ai dit de ne pas te mêler de ça. »« C'est de ta famille » demanda-t-elle calmement. Il la dévisagea, furieux, mais contint sa colère. « Ce n'est pas ton affaire, Élise. Je vis ici, avec toi. Je mérite de comprendre, au moins un peu. » Il la fixa longuement, puis tourna les talons sans répondre. Le reste de la journée se passa dans un silence tendu. Julien ne revint pas vers elle. Il s'enferma dans la pièce du fond, celle qu'elle soupçonnait d'abriter le piano. Elle n'entendit rien. Pas un son, pas une note. Juste le poids de son isolement, plus lourd que jamais. Élise passa la soirée à réfléchir. Ce n'était plus une simple supposition. Julien était bien lié à une histoire d'héritage, et pas n'importe lequel.
Le nom de Beaumont n'apparaissait pas dans des lettres de ce genre pour des domaines mineurs ou des comptes négligés. Il y avait là tout un passé qu'il refusait d'assumer, tout un univers qu'il avait fui et qui revenait frapper à sa porte. La visite de cet homme élégant n'était pas anodine. Elle marquait un tournant. Au dîner, Julien ne se montra pas. Elle mangea seule, puis alla frapper doucement à sa porte. Aucune réponse. Elle n'insista pas. Elle se contenta de laisser une assiette devant la porte, puis retourna s'asseoir près du feu. La lettre, les mots, le ton de l'homme, tout tournait dans sa tête. Pourquoi Julien refusait-il un héritage qui, visiblement, lui appartenait de plein droit? Quel poids portait-il pour avoir choisi l'exil, la solitude, la négation même de son nom? Et pourquoi cette colère si profonde dès que le passé revenait à la surface? Ce soir-là, elle écrivit pour elle-même. Ce n'était pas une habitude, mais elle ressentit le besoin de mettre des mots sur ce qu'elle vivait. Elle n'avait pas de journal, alors elle utilisa un carnet vierge trouvé dans la cuisine, sans signature, oublié entre des livres de cuisine. Elle nota tout. Le nom de Julien, la visite, la lettre, son propre ressenti. Elle ne voulait pas oublier. Elle sentait que les pièces du puzzle s'assemblaient lentement et qu'un jour proche, elle aurait besoin de relire ces lignes pour comprendre ce que tout cela signifiait vraiment. Dans la nuit, elle entendit du bruit, des pas, une porte qui s'ouvre, puis une chaise qui grince. Elle se leva, curieuse, et s'avança dans le couloir. La porte du salon habituellement fermée était entr'ouverte. Elle jeta un coup d'œil. Julien était assis devant le piano, sans jouer. Il regardait les touches, les mains posées sur ses genoux, les yeux fixés droit devant lui. Il semblait éteint, pas triste, éteint. Elle referma doucement la porte sans faire de bruit. Elle comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement d'un héritage financier ou matériel. C'était autre chose. Quelque chose que l'argent ne réparerait pas. Un traumatisme profond, enfoui, qui l'avait poussé à couper tout lien avec le monde. Et ce lien, aujourd'hui, revenait se tendre vers lui, menaçant l'équilibre précaire qu'il s'était construit. Et Élise, malgré elle, était désormais mêlée à tout cela. La nuit suivante fut la première qu'Élise passa sans dormir profondément. Elle s'était retournée sur le canapé à maintes reprises, incapable de trouver une position qui calme l'agitation de son esprit. Les mots de la lettre, le regard figé de Julien devant le piano, l'étrangeté de cet héritage dont il ne voulait pas entendre parler, tout cela formait un enchevêtrement de pensées qu'elle ne parvenait pas à apaiser. À plusieurs reprises, elle s'était demandé si elle ne faisait pas erreur en restant dans cette maison, auprès de cet homme fermé, blessé, parfois même hostile. Et pourtant, chaque fois qu'elle envisageait réellement de partir, quelque chose en elle la retenait. Ce n'était ni la pitié ni la simple curiosité. C'était une certitude grandissante que sa place, au moins pour l'instant, était ici. Au matin, Julien descendit comme à son habitude, mais son visage avait changé. Il ne fuyait plus son regard, et ses gestes, bien que toujours silencieux, semblaient plus lents, comme s'il portait un poids encore plus lourd que la veille. Il s'installa à la table, mangea une tranche de pain sans dire un mot. Élise, de son côté, préparait un café avec une attention méthodique, se concentrant sur chaque geste pour ne pas troubler l'équilibre précaire du moment. Lorsqu'elle posa la tasse devant lui, il leva les yeux vers elle. Son regard était fatigué, mais moins dur. « Je ne t'ai jamais demandé pourquoi tu étais venue ici, dit-il. » Elle prit une chaise, s'assit en face de lui. « La tempête a détruit ma maison. J'ai tout perdu. Je marchais sans but. Je suis tombée ici par hasard. Ou peut-être pas tout à fait par hasard. » Julien hocha lentement la tête, comme s'il enregistrait l'information avec retard. « Et pourtant, tu es restée. » « Oui. » Il la regarda longtemps sans parler, puis il soupira. « Tu n'as pas à subir mes silences, ni mes fantômes. Tu as le droit de vouloir autre chose qu'une maison froide et un homme cassé. » Élise soutint son regard. « Peut-être, mais je ne suis pas ici par pitié, et je ne fuis rien. J'ai juste envie de comprendre. Pas de te changer, pas de t'imposer quoi que ce soit, juste savoir, et t'aider si c'est possible. » Julien détourna les yeux, visiblement ému malgré lui. Ce fut la première fissure véritable dans le mur qu'il avait bâti autour de lui. Une ouverture ténue, mais réelle. Elle passa la journée à réparer une vieille clôture à l'arrière du terrain, profitant de l'accalmie du vent pour travailler efficacement. Julien, lui, était resté à l'intérieur, pour ce qu'elle supposa être une journée d'introspection.
Lorsqu'elle rentra, couverte de terre, elle fut surprise de voir la cheminée allumée, la table mise, 2 assiettes, 2 verres, une casserole encore fumante. Julien sortit de la cuisine avec une expression indéchiffrable. « Tu as beaucoup travaillé. Tu dois avoir faim. » Elle acquiesça, touchée par le geste. Le repas fut simple, mais il avait été préparé avec soin. La soupe était relevée d'herbes fraîches et le pain avait été réchauffé au four. Ce n'était pas grand-chose, mais dans le contexte, cela valait beaucoup. Après le repas, Julien s'installa devant la cheminée. Il garda le silence un long moment, observant les flammes. Élise s'assit en face, attendant. Elle ne voulait pas brusquer ce moment rare où il semblait prêt à parler. Ce fut lui qui brisa le silence. J'avais un frère, plus jeune, un garçon lumineux, intelligent, curieux. Il avait une énergie que je n'ai jamais eue. Mes parents le préféraient. Pas par méchanceté, mais parce qu'il brillait là où moi je doutais. Il s'interrompit, comme s'il cherchait à évaluer l'effet de ses mots. Élise ne dit rien. Il reprit. Un jour, on a eu un accident. Une dispute bête, une voiture lancée trop vite, un virage mal négocié. Lui au volant, moi à côté. Il n'a pas survécu. Moi, oui. Il ferma les yeux, prit une longue inspiration. Ma famille m'a soutenu, officiellement. Mais je savais que tout avait changé. Mon père a cessé de me parler. Ma mère m'évitait. Je suis devenu un rappel vivant de ce qu'ils avaient perdu. Et moi, je ne pouvais pas vivre avec ça. Élise sentit sa gorge se nouer. Elle comprenait enfin cette douleur muette, cette fuite du monde. Julien n'avait pas seulement perdu un frère, il avait perdu sa place, son identité, son droit d'exister dans les yeux des siens. J'ai tout quitté. L'entreprise, les responsabilités, l'argent. Je suis venu ici, dans une maison de campagne oubliée que personne ne voulait. Et j'ai vécu en silence, parce que parler aurait signifié revivre. Et je n'en étais pas capable. Elle prit la parole doucement. Tu ne peux pas rester figé dans cette douleur toute ta vie. Tu n'as pas tué ton frère. C'était un accident, et tu n'es pas le seul à avoir souffert. Il hocha lentement la tête. Je le sais. Mais la culpabilité, même irrationnelle, est une bête difficile à abattre. Ils restèrent là longtemps, face au feu, chacun avec ses pensées. Mais pour la première fois, Élise sentit que quelque chose avait changé. Julien n'était plus un mur. Il était devenu un homme, vulnérable, marqué, mais humain. Et elle savait maintenant pourquoi elle devait rester. Non pas pour le sauver, mais pour lui rappeler qu'il était encore possible de vivre, même après une chute. Les jours suivants confirmèrent cette évolution. Julien se montrait plus présent. Il parlait davantage sans tout dévoiler, mais sans se cacher. Il acceptait l'aide d'Élise sans la repousser. Il souriait parfois, un sourire discret, rare, mais authentique. Ils travaillaient côte à côte, mangeaient ensemble, échangeaient des souvenirs. Un soir, alors qu'ils partageaient un verre de vin modeste mais chaleureux, il lui tendit un trousseau de clés. Celle-ci ouvre le salon. Élise le regarda, surprise. « Tu es prêt ?» Il haussa les épaules. « Peut-être pas, mais il est temps. » Elle ne dit rien. Elle prit la clé, la garda dans sa main. Elle savait que derrière cette porte ne se trouvait pas seulement un piano, mais une vie entière que Julien avait mise en pause, et qu'il était désormais prêt à affronter, avec elle à ses côtés. Le lendemain de la conversation où Julien avait enfin brisé son silence, Élise sentit que quelque chose de profond s'était déplacé entre eux. L'atmosphère dans la maison avait changé. Elle n'était plus tendue, méfiante ou glaciale. Un calme nouveau, plus humain, s'installait peu à peu, comme si le simple fait d'avoir nommé le passé avait suffi à éroder les murs que Julien avait mis des années à bâtir. Ce matin-là, elle trouva un mot griffonné sur la table de la cuisine. « Je suis allé au village chercher des pièces pour la pompe. Reviens vers midi. Tu peux faire ce que tu veux. » La permission était inhabituelle. Julien ne laissait jamais de consignes. Ce simple mot était déjà une preuve de confiance, qu'elle accueillit avec respect, mais aussi une curiosité qu'elle ne pouvait plus contenir. Élise décida de continuer le rangement du grenier, une tâche qu'elle avait plusieurs fois commencée sans l'achever, découragée par la poussière et la densité du désordre. Mais ce jour-là, quelque chose la poussait à aller jusqu'au bout. Elle monta les escaliers raides, éclairés par un puits de lumière sale, et poussa la trappe grinçante. Le grenier était rempli de vieilles caisses, de meubles recouverts de draps, de cadres empilés contre les murs, le tout baignant dans une odeur d'humidité, de bois sec et de papier ancien.
Elle avança lentement, soulevant les draps, découvrant des objets sans valeur apparente, des lampes cassées, des rideaux moisis, des livres grignotés par les souris. Rien de vraiment personnel, jusqu'à ce qu'elle tombe sur une toile appuyée contre le mur du fond, protégée par un vieux tissu beige attaché par une corde. Quelque chose dans la forme carrée et imposante de l'objet l'interpella. Elle défit le tissu avec précaution. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Le tableau représentait une scène d'intérieur, richement éclairée. 3 personnes y figuraient. Un homme mûr en costume 3 pièces, une femme élégante vêtue d'une robe sombre au col de dentelle fine, et entre eux, un jeune homme en habit de gala. Le visage de ce dernier ne laissa aucun doute. C'était Julien. Le même regard clair, la même mâchoire anguleuse, mais sans la barbe, sans les cernes, sans cette fatigue qui semblait aujourd'hui faire partie intégrante de son corps. Ce Julien-là était droit, fier, présent. À ses côtés, les 2 adultes portèrent les traits d'une époque révolue, mais leur visage était empreint d'un mélange de solennité et d'orgueil. C'était un portrait de famille, et non un simple tableau décoratif. Élise sentit immédiatement la force symbolique de ce qu'elle avait devant elle. Elle retourna le cadre, espérant y trouver une date, une inscription. À l'arrière, une enveloppe était scotchée au bois. Elle hésita, puis l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre manuscrite, écrite d'une main tremblée, presque fragile. « Je ne peux pas pardonner ce que j'ai fait, ni à moi, ni à lui. Mais je ne peux pas non plus détruire cette image. Peut-être un jour, tu comprendras. » Il n'y avait pas de signature. Rien d'identifiable, mais elle n'en avait pas besoin. Cette lettre, c'était un aveu silencieux, laissé là pour être découvert. Pas un oubli, mais une trace volontaire. Élise s'assit sur une vieille malle, relut la lettre plusieurs fois. Chaque mot pesait comme une pierre. L'auteur de cette note portait un fardeau immense, et cette toile, dissimulée pendant des années, en était le symbole. Elle redescendit en silence, le cœur battant, la lettre dans la poche. Quand Julien revint peu avant midi, couvert de poussière et tenant un sac rempli de boulons et de joints en caoutchouc, elle l'attendait dans la cuisine. Il la salua d'un regard fatigué. Avant qu'il ne puisse poser ses affaires, elle lui tendit la lettre. Il s'arrêta net, la fixa, puis regarda le papier sans le toucher. « Tu es allé au grenier », dit-il simplement. « Oui, j'ai trouvé le tableau. » Julien ferma les yeux un instant. Il resta debout, les bras ballants, puis tira lentement une chaise et s'assit. Il ne prit pas la lettre. Il semblait savoir exactement ce qu'elle contenait. C'était ma mère. Elle l'a écrit peu avant de tomber malade. Elle ne me l'a jamais montré. Je l'ai trouvé là-haut après son décès. Élise s'assit en face de lui. Pourquoi cacher ce tableau? Parce qu'il représente tout ce que j'ai fui. Cette image, c'était notre monde. Froid, rigide, fondé sur l'apparence et l'honneur. Mon père dirigeait l'entreprise familiale comme un général. Ma mère, malgré sa douceur, s'y soumettait. Mon frère était leur étoile. Moi, j'étais l'ombre. Jusqu'au jour où tout a basculé. Il prit une profonde inspiration. Après l'accident, ils ont voulu continuer comme si rien ne s'était passé. Comme si on pouvait effacer un être humain pour préserver la façade. J'ai refusé. Je n'ai pas supporté leur silence, leur façon d'éviter les mots. Alors j'ai tout quitté. J'ai emporté ce tableau parce qu'il m'était impossible de le jeter, mais je ne voulais plus le voir. Il marqua une pause, puis ajouta « La lettre, je l'ai lue des années après. Elle m'a brisé. J'aurais voulu qu'elle me la lise de son vivant, qu'elle me parle, qu'elle me dise qu'elle comprenait. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a préféré l'écrire et la cacher. » Élise posa doucement sa main sur la table. Peut-être qu'elle n'y arrivait pas. Peut-être que c'était sa manière de te dire qu'elle n'avait jamais cessé de penser à toi. Julien hocha la tête lentement. Peut-être, mais il est trop tard. Et je suis resté ici parce que je ne savais pas comment recommencer. Ce n'est jamais trop tard. Elle ne cherchait pas à le convaincre. Elle disait simplement ce qu'elle pensait. Ce tableau, cette lettre, c'était une vérité enfouie qui, maintenant révélée, pouvait cesser d'être un poids pour devenir une mémoire. Julien ne répondit pas. Il se leva, alla vers la cheminée, s'arrêta là, dos tourné. J'ai longtemps cru que la douleur finirait par me protéger, mais elle m'a juste vidé. Élise se leva à son tour. Alors il faut arrêter de la nourrir. Ce passé existe, tu ne peux pas l'effacer. Mais tu peux choisir ce que tu en fais maintenant. Julien se retourna lentement. Et toi, Élise, qu'est-ce que tu veux faire? Elle le regarda sans détour. Je veux rester. Pas pour t'obliger à quoi que ce soit. Juste être là.
si tu veux bien. Il resta silencieux quelques secondes, puis acquiesça. C'était une réponse fragile, mais suffisante. Ils passèrent le reste de la journée à parler peu, mais sans tension. Une paix nouvelle, timide, s'était installée. Le passé n'était plus un monstre tapi dans l'ombre. Il était là, entre eux, reconnu, accepté, prêt à être dépassé. Pour la première fois depuis longtemps, Julien sembla moins seul. Et Élise, dans cette maison où elle n'était venue que pour une nuit, avait trouvé une raison de rester. Les jours qui suivirent la découverte du tableau et la confession douloureuse de Julien marquèrent un tournant tangible dans la routine silencieuse qui s'était installée dans la maison. Ce qui auparavant n'était que cohabitation prudente entre deux solitudes devenait peu à peu une vie partagée. Julien ne se contentait plus de tolérer la présence d'Élise. Il l'intégrait à son quotidien avec une retenue toujours palpable, mais sans ce rejet instinctif qu'elle avait tant ressenti au début. Il l'invitait à marcher avec lui, à discuter de l'entretien du jardin, à cuisiner à deux. Parfois, il parlait de son frère, mais avec parcimonie, comme s'il mesurait encore ses mots. Élise écoutait, posait peu de questions et respectait les silences qu'il n'avait pas encore envie de combler. Un matin, alors qu'elle rangeait quelques affaires dans l'armoire du couloir, Élise tomba sur une boîte en bois finement sculptée, placée en hauteur derrière une pile de draps. Elle hésita, mais la boîte n'était ni verrouillée ni étiquetée. Ce n'était pas de la curiosité mal placée, mais l'instinct qu'il s'agissait d'un objet important, peut-être oublié, peut-être dissimulé à lui-même plus qu'à quiconque. À l'intérieur, elle trouva une dizaine de lettres, toutes soigneusement pliées, rangées dans l'ordre chronologique. Le papier était jauni mais encore solide, et l'écriture, fine et régulière, trahissait une main féminine. Toutes commençaient par le même prénom, Julien. Certaines étaient de courtes, d'autres plus longues, mais toutes partageaient un ton identique, celui d'une mère qui écrivait à son fils absent avec l'espoir silencieux qu'il les lirait un jour. Élise ne lut pas tout d'un trait. Elle referma la boîte, la posa sur la table de la cuisine et attendit que Julien rentre. Quand il franchit la porte, les mains encore sales de terre, elle ne dit rien. Elle lui tendit simplement la boîte. Il la regarda, l'examina, puis ses traits changèrent. Elle vit dans ses yeux une douleur ancienne remonter à la surface. « Je les avais oubliés », murmura-t-il. « C'est elle qui les écrivait après mon départ. Elle ne me les a jamais envoyés. Elle les écrivait, puis les rangeait. » Il s'assit, ouvrit la boîte, sortit une lettre au hasard. Il ne lut pas à haute voix. Son regard parcourut lentement les lignes. Puis il ferma les yeux, serra le papier contre lui et s'accouda à la table. « Elle m'attendait, dit-il enfin. Elle espérait que je revienne. Et moi, je suis resté ici. » Élise ne répondit pas immédiatement. Elle s'assit à ses côtés, posa sa main sur la sienne. « Tu n'étais pas prêt. Ce n'est pas une faute, c'est une réalité. Elle le savait peut-être. Et elle t'a écrit pour que tu saches qu'elle t'aimait malgré tout. » Julien resta silencieux, les yeux humides mais secs, comme si les larmes refusaient encore de couler. Il sortit une seconde lettre. Celle-ci datait de quelques mois avant la mort de sa mère. Les mots étaient de plus hésitants. La main tremblait, mais le message était limpide. « Si un jour tu reviens, promets-moi de ne pas laisser cette maison devenir poussière. Elle a vu ton frère rire, elle a entendu ton père jouer. Elle nous a tenus debout quand nous étions brisés. Ne la laisse pas mourir avec nous. » Julien relut la lettre plusieurs fois. Il passa une main sur son visage, puis se leva. « J'ai échoué. Je n'ai pas tenu cette promesse. Elle a demandé que je préserve un héritage, que je ne laisse pas la douleur tout emporter. Et moi, je me suis enfermé. J'ai laissé la maison pourrir. J'ai refusé d'ouvrir le piano. J'ai éteint toute musique, toute vie. » Élise se leva à son tour. « Non, tu n'as pas échoué. Tu as survécu. C'est déjà énorme. Et tu peux encore réparer. Rien n'est irrémédiable. Ce que tu fais maintenant peut avoir plus de sens que tout ce que tu as fui. » Julien la regarda, longtemps. Il semblait mesurer ses paroles, peser ce que cela impliquait. Le notaire, celui qui est venu, il m'a proposé de reprendre les affaires familiales. Il reste encore une branche, un reste de société, une maison à Paris, des comptes, des responsabilités. S'ils ne sont pas assumés, tout sera liquidé. Vendu, dissous. Élise hocha la tête. « Et qu'as-tu répondu ? » Que je ne voulais rien de ce monde. Mais maintenant, je ne sais plus. Elle ne le pressa pas. Elle savait que la décision devait venir de lui seul. Mais elle sentait que quelque chose avait changé, qu'un déclic s'était produit. La colère de Julien s'était apaisée.
La douleur, elle, restait, mais elle n'était plus une excuse pour l'inaction. Elle devenait un moteur, une conscience. Dans les jours suivants, Julien relut toutes les lettres. Chaque matin, il en prenait une, s'installait dans le salon, qu'il avait depuis rouvert, et restait là, en silence, pendant de longues heures. Il ne parlait pas, mais Élise voyait bien que ces mots, laissés par une mère disparue, reconstruisaient en lui quelque chose de brisé. Un soir, alors qu'ils mangeaient ensemble, il déclara calmement « J'ai passé des années à croire que m'effacer était la seule manière d'expier, mais aujourd'hui je comprends que ce n'était qu'une autre forme de fuite. La vraie réparation, c'est d'affronter ce que j'ai laissé derrière. Pas seul, mais debout. » Élise sentit un frisson lui parcourir le dos. Il ne s'agissait plus d'un homme recroquevillé sur sa douleur, mais d'un homme prêt à faire face. « Et moi ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. « Ai-je encore une place dans cette vie que tu veux reconstruire ?» Julien ne répondit pas immédiatement. Il se leva, marcha jusqu'à l'entrée, ouvrit la porte, laissa le vent frais du soir entrer dans la maison. Cette maison a recommencé à respirer quand tu es entré. Ce n'est pas par hasard. Si tu veux rester, ce sera aussi ta maison. Elle le rejoignit, regarda avec lui l'obscurité descendre lentement sur les champs. Il n'y avait pas besoin de mots de plus. Les lettres de la mère, la promesse non tenue, le silence qui avait régné si longtemps, tout cela trouvait enfin un écho dans le présent. Julien n'avait pas encore choisi la direction exacte qu'il prendrait, mais une chose était sûre, il n'était plus seul, et il n'avait plus peur d'affronter ce qu'il avait laissé derrière. La semaine qui suivit la lecture des lettres de sa mère fut marquée par une série de petits gestes, tous discrets, mais révélateurs d'un basculement profond chez Julien. Il avait cessé de s'enfermer dans des routines stériles et avait commencé à s'intéresser aux détails de la maison qu'il avait si longtemps négligée. Il réparait des poignées de porte, refaisait les joints de certaines fenêtres, passait du temps à aérer les pièces inutilisées. Élise le regardait faire avec une attention silencieuse, consciente que chacun de ses gestes représentait bien plus que de simples travaux de rénovation. C'était une manière pour lui de reconquérir un espace abandonné, une forme de réappropriation lente et respectueuse de son propre passé. Mais ce fut un matin froid, alors qu'il partageait un café encore fumant, que le changement prit une tournure plus concrète. Julien, d'une voix neutre mais assurée, déclara « Le notaire va revenir. Il m'a appelé hier. Il dit que la décision ne peut plus attendre. » Élise posa sa tasse, attentive. « Tu sais ce que tu vas faire ?» Il hocha la tête, lentement. « J'ai longtemps cru que renoncer à tout ce qui portait le nom de Beaumont me libérerait. Mais j'ai compris que l'oubli n'est pas une solution. Ce n'est pas en détruisant ce qu'on a reçu qu'on guérit. Peut-être que le véritable courage, c'est d'assumer cet héritage et de le transformer. » Elle le regarda sans détour. « Et tu es prêt à le faire ?» Julien marqua une pause, puis répondit « Oui, mais pas seul. Si je retourne là-bas, si je reprends ce qui m'attend à Paris, je veux que tu viennes avec moi. » Élise resta figée, surprise par la proposition. Elle s'était habituée à cette vie simple, à cette maison en retrait du monde, à cette relation faite de silence et de regards, plus que de paroles. L'idée de Paris, de cette ville inconnue et vaste, lui parut soudain vertigineuse. Elle n'avait jamais envisagé d'y vivre, et encore moins aux côtés d'un homme qui avait grandi dans les sphères les plus hautes de la société française. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle doucement. « Ce monde-là, ce n'est pas le mien. » Julien lui prit la main, chose rare entre eux. « Ce monde-là n'est plus le mien non plus, mais peut-être qu'ensemble, on peut en faire quelque chose de différent. » Le notaire, Medelcourt, arriva 3 jours plus tard. Il descendit de la même voiture élégante, vêtu comme la fois précédente d'un costume impeccable. Mais cette fois, il fut accueilli dans la maison, invité à s'asseoir, à boire un café, à parler posément. Julien écouta chaque mot, posa des questions précises, demanda des délais, des options, des alternatives. Il ne subissait plus les événements, il les dirigeait. « Vous comprenez, dit Medelcourt en dépliant une série de documents sur la table, que si vous refusez cette reprise, l'ensemble des actifs sera redistribué. Des décisions seront prises sans vous et vous perdrez tout droit moral sur l'usage du nom de votre famille. » Julien ne broncha pas. « Justement, je ne veux plus que ce nom soit associé à la froideur, à la distance, à l'indifférence. Si je le reprends, ce sera pour le redéfinir. » Le notaire, un peu surpris, acquiesça lentement. « Dans ce cas, il faudra vous rendre à Paris.
Il y aura des assemblées, des réunions, des signatures. C'est une machine complexe à remettre en route. Julien tourna les yeux vers Élise, qui observait la scène sans intervenir. Nous viendrons. Le « nous » ne passa pas inaperçu. Medelcourt jeta un rapide coup d'œil à Élise, hocha à nouveau la tête, puis sortit une liasse de papier à faire signer. Julien s'exécuta. La décision était prise. Le lendemain, ils commencèrent à préparer le départ. Élise, malgré son attachement à cette maison de pierre silencieuse, ressentait une forme de soulagement à l'idée de quitter le passé figé entre ses murs. Ce lieu avait été un refuge, mais aussi une prison. Et maintenant, il devenait un point de départ. Elle n'avait pas d'affaires précieuses à emporter, juste quelques vêtements, un carnet de notes et les souvenirs d'une renaissance inattendue. Julien, de son côté, rangea ses papiers, brûla certaines lettres, conserva d'autres. Il alla même jusqu'à réaccorder le piano, après des années de silence. Ce fut l'un des gestes les plus symboliques qu'il fit, une manière de dire « Je suis prêt à ce que la musique revienne ». Le jour du départ, ils fermèrent la maison ensemble. Julien prit le soin de verrouiller chaque pièce, de couvrir les meubles, de placer les objets les plus fragiles à l'abri. Avant de sortir, il s'arrêta dans le salon, regarda le piano, puis posa une main sur le couvercle. Ce n'est qu'un au revoir. Ils montèrent dans la voiture envoyée par le notaire. Pendant le trajet vers la gare, Julien resta silencieux. Mais ce silence n'était plus un refuge. C'était celui d'un homme qui avance, concentré sur ce qu'il doit accomplir. Sur le quai, quelques minutes avant l'arrivée du train pour Paris, Élise hésita. Elle regarda les rails, les bâtiments gris au loin, la foule anonyme qui commençait à se presser. Julien s'approcha d'elle. « Tu as peur ?» Elle hocha la tête, sincèrement. « Oui, mais pas de toi. » Il sourit, un sourire sincère, et prit sa main. « Moi aussi, mais je préfère avoir peur avec toi que de vivre sans rien affronter. » Ils montèrent dans le train ensemble. Assis l'un à côté de l'autre, ils regardèrent défiler les champs, les forêts, les villages. Chaque kilomètre les rapprochait d'une vie nouvelle, pleine d'incertitudes, mais aussi d'opportunités. Julien n'était plus un homme fuyant son nom. Il était en train de devenir quelqu'un qui allait se battre pour lui redonner un sens. Et Élise, la jeune femme qui n'avait demandé qu'un abri pour la nuit, devenait celle qui l'accompagnait sur le chemin de sa reconstruction. Rien ne garantissait le succès, mais ils étaient prêts à essayer, ensemble. Le train filait à travers la campagne française, les paysages se succédant avec une régularité presque hypnotique. Élise observait en silence les collines lointaines, les fermes isolées, les rangées de peupliers alignés comme des sentinelles au bord des champs. Chaque minute les rapprochait un peu plus de Paris, et avec elle, de cette vie que Julien avait laissée derrière lui. Il ne parlait pas, les mains croisées sur ses genoux, le regard figé sur une tache invisible au loin. Ce silence n'avait plus rien à voir avec la méfiance du passé. Il était maintenant fait de concentration, d'anticipation, peut-être même de peur. Élise n'osait pas le déranger. Depuis qu'ils avaient quitté la maison, Julien semblait s'être enfermé dans une bulle intérieure. Elle sentait qu'il se préparait, mentalement, à affronter ce qu'il avait fui si longtemps. La ville, les héritiers, les avocats, les souvenirs. Rien de cela ne serait simple. Et pourtant, c'était lui qui avait pris la décision de revenir, lui qui avait signé les papiers, lui qui l'avait invité à le suivre. Elle respectait ce cheminement, sans chercher à accélérer le rythme. Elle savait que chaque pas, chaque mot serait pesé, lourd de sens. Lorsqu'ils arrivèrent à la gare, la foule dense, les bruits constants, les voix pressées les assaillirent aussitôt. Julien parut légèrement déstabilisé par l'agitation. Il mit quelques secondes à retrouver ses repères. Élise, elle, restait près de lui, son sac en bandoulière, discrète mais présente. Un chauffeur les attendait à la sortie, un homme courtois d'une quarantaine d'années qui les salua avec une neutralité professionnelle avant de les conduire jusqu'à une voiture noire discrète. À l'intérieur, le confort contrastait brutalement avec les jours passés dans la maison de pierre. Le cuir souple, le silence ouaté, les vitres teintées, tout respirait un luxe contenu, mais indéniable. Julien resta tendu pendant tout le trajet. Il regardait les rues défiler, les immeubles haussmanniens, les vitrines élégantes, les passants pressés. Tout cela appartenait à son ancienne vie, mais lui semblait désormais étranger. Lorsqu'ils atteignirent l'immeuble familial, Élise comprit qu'ils entraient dans un autre monde. La façade, massive et noble,
portait encore les armoiries gravées au-dessus de la porte cochère. Le concierge, un homme à la moustache grise parfaitement taillée, reconnut immédiatement Julien mais n'osa pas montrer sa surprise. Il s'inclina légèrement et ouvrit la porte sans un mot. Ils traversèrent un hall au sol de marbre, aux murs couverts de tableaux et de moulures. Un ascenseur ancien, à grille, les mena jusqu'au dernier étage. Là, une domestique les accueillit timidement, visiblement informée de leur venue. Julien ne dit presque rien. Il entra dans l'appartement comme on entre dans un musée oublié, chaque pièce réveillant en lui un souvenir, un fantôme, une émotion. Ce soir-là, ils dînèrent seuls dans une grande salle à manger où le silence pesait plus qu'à l'accoutumée. Élise mangea peu. Julien, lui, semblait ailleurs. Il jouait distraitement avec sa fourchette, les yeux fixés sur la nappe immaculée. Puis, soudain, sans la regarder, il murmura « J'ai failli ne pas t'emmener ». Élise releva les yeux, surprise. « Pourquoi ?» Il prit une longue inspiration. « Parce que j'avais peur, pas de toi, de moi, de ce que ce retour ferait ressortir, de ce que tu verrais de moi, ici, de ce que je redeviendrais, ou de ce que je ne pourrais plus jamais être. » Elle posa sa main sur la sienne. « Et maintenant ?» Il la regarda enfin. « Maintenant, je sais que j'aurais été incapable de revenir sans toi. » Il se leva brusquement, la main toujours dans la sienne, et l'entraîna vers une pièce qu'elle n'avait pas encore vue. Un bureau vaste, aux étagères remplies de livres reliés, aux fenêtres donnant sur la ville illuminée. Au centre, un vieux bureau en acajou, fermé à clé. Julien sortit un trousseau de sa poche, ouvrit un tiroir, en sortit une enveloppe. Il la tendit à Élise. « J'avais écrit cette lettre il y a des années. Une confession, une tentative d'explication que je n'ai jamais envoyée. Elle était destinée à mon frère, ou plutôt à son absence. » Elle prit l'enveloppe, la regarda, puis releva les yeux. « Tu veux que je la lise ?» Il hocha la tête. Elle l'ouvrit avec précaution. Le papier était jauni, mais l'écriture nette. La lettre n'était ni longue ni très détaillée. C'était une déclaration d'impuissance, de remords, de regret. Julien y exprimait son sentiment d'avoir survécu à la place d'un autre, d'avoir porté un poids qu'aucune parole ne pouvait alléger. À la fin, une phrase « Je ne sais pas si un jour je mériterai de vivre libre, mais si je le fais, ce sera en ton nom. » Lorsqu'elle releva les yeux, Julien avait les siens embués. Il ne pleurait pas, mais son visage trahissait un bouleversement profond. « Je ne l'ai jamais envoyée. Je n'ai jamais su à qui elle était vraiment destinée. Peut-être à moi-même. » Élise referma doucement la lettre. « Tu n'as pas besoin d'un pardon écrit. Tu as besoin de vivre. Et tu es en train de le faire. » Julien s'approcha, prit ses deux mains dans les siennes. « Tu es la seule à m'avoir vu tel que je suis. Sans décor, sans rôle, sans nom. Et malgré tout, tu es restée. » Elle sourit doucement. « Parce que j'ai vu en toi ce que toi-même tu avais oublié. Pas un héritier, pas un nom, un homme. » Ce soir-là, ils restèrent longtemps dans ce bureau, à parler, à se taire, à simplement partager le même espace. Il n'y avait plus de secrets, plus de murs. Julien avait pris sa décision. Il affronterait ce monde, cette ville, ce passé. Non pas pour les fuir ou les effacer, mais pour leur donner un sens nouveau. Et il ne serait pas seul. Élise était là, pas comme une compagne de circonstance, mais comme une alliée véritable. Il lui avait confié sa douleur, elle l'avait acceptée sans condition, et ensemble, ils allaient construire une vie qui n'appartenait ni à l'ombre ni au silence, mais à la vérité. Lorsque les premières lueurs de l'aube illuminèrent le ciel parisien, Élise se leva avant Julien. Elle s'habituait lentement au rythme de la ville, à ces bruits étouffés par les murs épais de l'appartement, au murmure constant des rues, au passage régulier des voitures en bas. Ce matin-là, elle avait décidé de prendre un moment pour elle, de marcher dans les alentours, de s'imprégner de cette vie citadine qui lui était encore étrangère. Les trottoirs étaient humides d'une fine pluie nocturne, les vitrines commençaient tout juste à s'allumer, et les boulangeries exhalaient ce parfum rassurant de pain chaud. Elle marchait sans but précis, laissant ses pas la guider, repensant à tout ce qui s'était passé depuis cette nuit, où elle avait frappé à la porte de Julien trempé, affamé, sans savoir que ce simple geste allait tout transformer. En revenant, elle trouva Julien dans le salon, habillé d'un costume sobre, assis devant une pile de documents. Il ne leva pas les yeux tout de suite, concentré sur ce qu'il lisait. Mais lorsqu'il la vit entrer, il déposa ses papiers et se leva. « Tu as bien dormi ?»
demanda-t-il. Pas longtemps, mais profondément. Et toi? Je n'ai pas beaucoup dormi non plus. Trop de choses à organiser, trop de décisions à prendre. Elle s'approcha, s'assit face à lui. Parle-moi de ce que tu veux faire. Vraiment? Julien inspira profondément, s'appuya contre le dossier de sa chaise. La première chose que j'ai faite hier, en retrouvant mon nom dans ces papiers, a été de me demander s'il avait encore un sens. Je ne veux pas que de Beaumont soit juste un vestige d'une famille figée dans ses tragédies. Si je reprends ce nom, ce sera pour en faire quelque chose de vivant. Il marqua une pause, regarda par la fenêtre, puis continua. J'ai demandé au notaire de faire l'inventaire des biens. Il y a plusieurs propriétés, mais je n'en garderai qu'une. Les autres seront vendues. Avec l'argent, je veux créer une fondation, pas une œuvre de charité de façade, une structure réelle, efficace, qui aide des gens comme toi, Élise, des gens oubliés, qui travaillent au dur, qui survivent dans l'ombre. Elle le regardait sans interrompre, touchée par la clarté de sa vision. Tu sais déjà comment tu veux commencer? Oui, je veux créer un centre dans le Limousin. Un lieu d'appui pour les agriculteurs, les petits producteurs, avec des formations, des aides, des conseils juridiques, un accompagnement technique. Il faut leur donner des outils pour qu'ils tiennent debout. Pas de la charité, de la dignité. Elle sourit, émue. Et tu veux que je t'aide dans ce projet? Julien la fixa, sans hésitation. Je ne le ferai pas sans toi. Tu connais ce monde. Tu sais ce que c'est que de perdre une terre, une récolte, un espoir. Tu as cette expérience, cette lucidité, et tu as la volonté. Il sortit de son cartable une brochure universitaire. Je t'ai inscrite à une formation d'ingénierie agronome. Elle commence dans 3 semaines, à distance au début, puis des sessions pratiques sur le terrain. Elle prit la brochure, lut les premières lignes, puis releva les yeux, bouleversée. « Julien, je ne sais pas quoi dire. Dis-moi juste que tu acceptes. » Elle hocha la tête, la gorge serrée. « Oui, je veux le faire. Avec toi. » Les semaines suivantes furent intenses. Julien enchaîna les rendez-vous, les réunions avec des avocats, des comptables, des urbanistes. Il redéfinissait le périmètre de l'héritage, désignait ce qu'il garderait, ce qu'il transmettrait à la fondation. Il refusait les propositions de rentiers, écartait les partenaires opportunistes, exigeait de chaque collaborateur une implication réelle. Il voulait que tout soit transparent, utile, humain. Ce n'était pas une entreprise philanthropique destinée à redorer une image ternie. C'était un acte de réparation, autant pour lui que pour les autres. Élise, de son côté, se plongeait dans ses études avec une détermination farouche. Elle passait ses matinées à suivre des cours en ligne, ses après-midi à étudier, à prendre des notes, à dessiner des schémas de culture, de systèmes d'irrigation, de rotations agricoles. Julien la regardait parfois, assis en silence dans le salon, admirant cette force tranquille qu'il avait toujours perçue en elle, mais qui désormais prenait forme sous ses yeux. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, ils sortirent marcher sur les quais de Seine. La ville brillait, calme et majestueuse. Les bateaux-mouches glissaient lentement sur l'eau, et les passants allaient et venaient, insouciants. « Je n'aurais jamais cru pouvoir revenir ici, » dit Julien, la voix basse. « Mais tu as changé ça. » Élise serra sa main. « Et toi, tu m'as donné une vie que je n'aurais jamais osé imaginer. Pas pour le confort ou la ville, pour le sens, pour ce qu'on est en train de faire. » Ils s'arrêtèrent sur un pont, regardant les reflets des lampadaires sur l'eau noire. « Tu sais, dit-elle, j'ai pensé à ce que tu disais sur redonner un sens au nom de ta famille. Et je crois que tu es déjà en train de le faire, pas dans les discours, pas dans les promesses, dans les actes. » Julien hocha la tête. Il reste encore beaucoup à faire, mais pour la première fois, je n'ai plus peur. Ils restèrent là, longtemps, sans parler. La ville vivait autour d'eux, indifférente. Mais dans cet instant suspendu, Julien et Élise savaient qu'ils n'étaient plus définis par leur passé. Ils étaient devenus les artisans de leur propre avenir, ensemble. Des mois s'étaient écoulés depuis la tempête qui avait détruit la cabane d'Élise. Et pourtant, ce jour de perdition avait donné naissance à quelque chose d'infiniment plus grand que ce qu'elle aurait pu imaginer. Leur train, leurs valises, leurs doutes, tout cela avait mené à un présent fait de construction, d'engagement et de vérité partagée. Ce matin-là, la propriété du Limousin fut officiellement inaugurée. Le centre d'appui aux agriculteurs ouvrait ses portes dans une ancienne ferme rénovée, entourée de champs remis en état, de serres neuves et de bâtiments
où résonnaient déjà les voix de ceux pour qui l'espoir n'était plus un mot vain. Julien, vêtu d'un costume simple mais sobre, se tenait devant une assemblée modeste mais sincère. Des agriculteurs locaux, des techniciens, des bénévoles, et Élise, à ses côtés, rayonnait d'un calme confiant. Il s'avança au micro et son regard croisa celui d'Élise. Il y avait dans ses yeux une gratitude profonde. Puis il prit la parole. « Ce n'est pas un retour, ce n'est pas une revanche, c'est une destination. Le nom que j'avais fui, les murs que j'avais bâtis autour de moi, tout cela m'a mené ici. Et ici, je choisis de donner un sens à ce que j'ai reçu, à ce que j'ai vécu. » Il fit une pause. Le silence autour de lui était respectueux, attentif. Il poursuivit. « Tout a commencé par une demande d'abri. Une simple prière dans la nuit, adressée par quelqu'un qui ne savait pas où aller. Elle m'a rappelé que l'humanité n'est pas dans les titres, dans les noms, mais dans ce que l'on fait pour les autres quand personne ne regarde. Merci, Élise, d'être entrée dans cette maison, d'avoir cru quand je ne croyais plus. » Élise sentit ses mains se serrer. Elle ne dit rien, mais ses yeux parlaient à sa place. Elle revit la boue du chemin, la peur de la nuit, le regard de Julien face à la porte. Et elle comprit que ce chemin faisait partie d'une histoire bien plus vaste que celle d'un homme fuyant son héritage. C'était l'histoire d'un homme retrouvé, mais aussi d'une femme qui avait, sans le savoir, allumé une étincelle. Après le discours, ils ouvrirent les portes de la ferme rénovée. Les agriculteurs entrèrent, découvrant des salles de formation, un laboratoire, une bibliothèque technique, un espace pour enfants. Élise guida les premiers visiteurs à travers les locaux. Elle expliqua comment fonctionnait le centre. Atelier sur la gestion des sols, conseils juridiques, microcrédit pour l'achat d'équipements, échange entre petits producteurs. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque sourire qu'elle offrait, chaque regard qu'elle portait, semblait tisser un réseau d'espoir différent. Elle n'était plus la jeune Camponesa sans toit. Elle était ingénieure agronome en devenir, actrice d'un projet à dimension humaine. Plus tard dans la journée, après les applaudissements et les félicitations, Julien et Élise se retirèrent dans une pièce vitrée donnant sur les champs. Le soleil de fin d'après-midi baignait l'horizon d'une lumière dorée. Julien posa une main sur l'épaule d'Élise. « Regarde ça !» Il désigna un champ où des semis venèrent d'être mis en terre, des lignes régulières, des plants qui levaient. C'est ce que j'ai toujours voulu faire sans oser. Prendre soin, pas dominer, pas diriger, ni encore moins fuir, simplement faire vivre. Elle tourna les yeux vers les cultures. Elle vit les gouttes de pluie résiduelles scintiller sur les jeunes feuilles, la terre légèrement bombée, les herbes encore frêles. Elle comprit que tout ce qu'ils avaient revécu, la tempête, la perte, l'errance, la fuite, le retour, avait une raison, aboutir à ce moment concret où la vie reprend, fragile mais vaillante. Et puis Julien ajouta d'une voix plus douce, « Nous n'oublierons rien, mais je ne veux plus que la culpabilité soit un frein. Elle a été un signal, pas une maison. Elle m'a dit que je dois agir, non pas m'effacer. Et grâce à toi, j'ai compris. » Élise lui sourit. « Et grâce à toi, j'ai appris que l'aide ne se demande pas seulement avec les mots, elle se crée avec les gestes. » Ils restèrent là un long moment, sans mots, simplement présents l'un pour l'autre. Les champs se balançaient sous la brise légère. Les oiseaux rentrèrent vers le soir. Et la ferme, qui autrefois avait accueilli un homme en exil, accueillait désormais une communauté tournée vers l'avenir. Quand la cérémonie prit fin et que les derniers invités repartirent, Julien et Élise marchèrent jusqu'au vieux portail rouillé qui marquait l'entrée de la propriété. Ils tirèrent doucement, ensemble, poussèrent l'ouverture. Julien contempla la route, puis se tourna vers elle. « Tu te souviens de cette nuit, celle où tu as frappé à ma porte ?» Elle acquiesça. « Je n'imaginais pas que cela finirait ici. » Il hocha la tête. « Moi non plus, mais je crois que c'était le bon point de départ. Parce que l'on savait déjà que la tempête, la perte, le silence pouvaient générer autre chose. Tout a commencé par un « s'il vous plaît », et ce « s'il vous plaît » a fait naître un héritage. Ils se regardèrent. Plus besoin de mots. La route, la maison, le nom, tout prenait un sens nouveau. Un héritage qui n'était plus un fardeau, mais une promesse. Une promesse que la peur, la souffrance, la solitude ne sont pas des fins en soi, mais des matériaux pour construire un avenir. Et dans cette lumière dorée, au milieu de champs qui s'étendaient vers l'horizon, ils fermèrent ensemble la porte de la ferme. Le bruit du loquet résonna comme un dernier écho, fin d'un cycle, début d'un autre. Les 13 parties de cette histoire s'achevaient,
mais leur vie ne faisait que commencer.